Bonjour ou bonsoir, ça dépend l'heure où vous regardez cette... Oh et puis merde, James Bond. James Bond, 007. Licensed to kill whom he pleases, where he pleases, when he pleases. Au début des années 60, le monde entier découvrait le célèbre agent secret britannique James Bond sous les traits de Sean Connery. Le succès était au rendez-vous et ne fera que croître au fur et à mesure que les suites vont s'enchaîner. Yes, this is my second life. You only live twice, Mr. Bond. Seulement, plus le temps avançait et plus Connery commençait à être fatigué de la licence. Ce qui fait qu'il s'épanouissait bien plus en jouant dans d'autres films, comme Marnie ou La Colline des Hommes Perdus, dirigés par des réalisateurs bien plus prestigieux. Pour compenser cela, et étant conscient du phénomène mondial que représentait la saga, Connery exigeait donc d'être payé bien plus que d'habitude pour les films suivants, vu que les budgets n'arrêtaient pas d'augmenter. How much are they paying you? Seulement, les producteurs ont refusé, et Connery finit par quitter le rôle avec énormément d'amertume et de rancune. You just killed James Bond. Après le tournage du 5e film, On ne vit que 2 fois, les producteurs devaient trouver un remplaçant au plus vite pour le film suivant, au service secret de Sa Majesté. Un des choix des producteurs s'était porté sur Roger Moore, mais il était encore trop occupé sur la série Le Saint, qui venait d'être renouvelée pour une saison supplémentaire. Ce ne sera que partie remise. Bond. James Bond. Un autre choix s'était alors porté sur Timothy Dalton, mais il se trouvait trop jeune pour un tel rôle. Ce ne sera que partie remise aussi, décidément. Bond, James Bond. C'est alors que quelqu'un qui n'était pas du tout acteur à la base va se présenter. Et incroyable mais vrai, obtenir le rôle. Mesdames et messieurs, après Timothy Dalton, voici l'acteur le plus oublié de la saga officielle. George Lazenby. Sean Connery n'était pas connu du grand public avant d'avoir le rôle de James Bond, mais il avait quand même un peu d'expérience dans le métier. Ce qui n'était pas du tout le cas de George Lazenby. Mannequin australien d'une vingtaine d'années, il n'avait absolument aucune expérience dans le monde du 7e art, si ce n'est quelques pubs ici et là. Now is the time for ice cream. Big fries are coming by. Yeah. Big fries. Audacieux, Lazenby décide de se présenter à l'improviste au producteur de la saga afin d'obtenir le rôle de James Bond, allant même jusqu'à contourner la sécurité. Hey you, stop! Il se présente avec la même tenue que Sean Connery dans Dr No, allant même jusqu'à se raser chez le même barbier que lui. Il mise tout sur le paraître et le physique. I was standing there with my hand like this with a Rolex. I said, I heard you're looking for James Bond. Il se la joue, sûr de lui, alors que il n'était pas du tout au fond de lui. Et il prétend même avoir eu plusieurs rôles dans des films hongkongais, tchécoslovaques, allemands ou même russes, ce qui était impossible à vérifier à l'époque. Les producteurs sont impressionnés par son arrogance et demandent donc à le revoir le lendemain avec le réalisateur du prochain film, Peter Hunt. Sauf que Lazenby commence à paniquer. Il se dit qu'il est peut-être allé trop loin en mentant comme ça. Du coup, lorsqu'il se retrouve seul avec le réalisateur, il fait tomber le masque. And I don't know what made me do this, but I said, Peter, I've never acted before. Well, he was stunned. Then he started laughing. Why are you laughing? He says, well, you tell me you can't act. He said, you fooled 2 of the most ruthless guys I've ever met in my life. You're an actor. He said, stick to your story and I'll make you the next James Bond. Lorsque les producteurs apprennent la nouvelle, ils sont très énervés. Mais Peter Hunt insiste pour qu'il fasse des essais. He's gonna be Bond whether he likes it, whether you like it. Peter says, I'll test him at your place, Harry. No one will know. I don't want to have this discussion again. We're testing him. Done. Goodbye. Mais lors d'une répétition avec un cascadeur pour une scène de bagarre, il ne va pas retenir ses coups et carrément mettre KO le cascadeur. Et là, pour les producteurs, c'est le déclic. We're going with you. I said, it's about time. It's about time. What? So, thank you very much. Et c'est comme ça qu'un illustre inconnu a obtenu le rôle de James Bond pour son premier rôle au cinéma. Good morning. My name's Bond. James Bond. Le film a beau être un succès au box-office si on prend un peu de recul, il est quand même considéré comme un semi-échec, les chiffres étant bien plus bas que les précédents opus. En France, ce sera carrément le pire score de la saga, avec moins de 2 millions d'entrées. Les spectateurs étant sans doute trop déboussolés par le changement d'acteur à l'époque. Beaucoup pensaient que ce n'était pas un vrai James Bond. Après tout, on a bien eu droit à un Casino Royale parodique en 1967, soit la même année qu'on ne vit que 2 fois le 5e James Bond. Le doute était donc permis. Quant aux critiques, elles seront assez dures envers George Lazenby. Certains le considèrent comme le pire acteur de la saga. Shocking.
tandis que d'autres trouvent simplement qu'il ne fait qu'imiter Sean Connery et n'apporte aucune personnalité au rôle. Positively shocking. Je ne suis évidemment pas d'accord avec ces points, et je vais tenter d'expliquer pourquoi. Pour moi, Sean Connery et George Lazenby ne sont pas comparables, que ce soit dans le jeu, mais aussi dans le traitement du personnage, car les deux vont évidemment ensemble. Le James Bond de Sean Connery, c'était le mâle alpha par excellence. L'agent secret viril, sûr de lui, sans faille. Il n'avait quasiment aucun défaut, comme si tout lui semblait acquis. Celui de George Lazenby n'a quasiment rien à voir, car le traitement de James Bond dans ce film est bien moins stéréotypé que précédemment. Cette fois, plus question d'avoir un personnage parfait et limite surhumain. Non. Nous avons ici un James Bond plus humain et donc plus réaliste entre guillemets. Là où tout semble être une ligne droite pour Sean Connery, c'est bien moins évident avec George Lazenby, où les choses semblent plus hasardeuses, moins calculées. Il peut être amusant de comparer leur façon de se comporter et de jouer dans les séquences emblématiques du casino par exemple. Connery, lui, possède une grande confiance dans le regard. Tous ses gestes sont précis, convaincus, et même sa façon de parler démontre une conviction, limite prétentieuse. Yes, I thought I saw a spectre at your shoulder. What do you mean? The spectre of defeat. Chez Lazenby, rien n'est totalement affirmé. Quand il entre dans le casino, le point de regard est plus fuyant, et donc plus naturel. Sa gestuelle avec les cartes est moins assurée, et donc plus authentique. Et même ses expressions cyniques sont plus dans la retenue. On a plus d'intériorité. Ces séquences mises côte à côte nous font immédiatement comprendre l'intention pour le Bond de Lazenby. Il donne plus d'humilité au personnage. Il est moins péteux. Bon, vous allez peut-être me dire que je surinterprète et que cette retenue et ces gestes moins maîtrisés, c'est explicable uniquement par le manque d'expérience de Lazenby. On pourrait ramener cela à de l'amateurisme non voulu, plus qu'à une réelle intention. Soit. Mais alors, allons plus loin. Moi, je trouve que ce manque d'expérience apporte un vrai plus pour cette version plus humanisée du personnage. N'ayant jamais réellement joué avant ce film, Lazenby ne va prendre aucun risque et opter pour la meilleure option selon moi, la sobriété. Il ne se risque pas à des tentatives d'émotion scénique trop compliquées pour lui, ce qu'il fait qu'il n'est jamais dans l'abus. Il arrive toujours à trouver le ton juste en privilégiant un jeu plus épuré. Il n'essaye jamais de souligner avec trop d'insistance. Let's stop playing games. Who was that man in your room? You're hurting me. I thought that was the idea tonight. Now who was he? J'aime beaucoup ce style de jeu. Plus naturel, brillamment discret dans les expressions. Tout est dans l'intériorité, subtile. Mais je pense qu'il faut aussi prendre en compte la pression que Lazenby avait au moment du tournage. James Bond était devenu une icône planétaire absolument gigantesque. Et donc tous les regards étaient tournés vers lui. Je ne saurais vous dire comment ni pourquoi, mais j'arrive presque à sentir cette pression qu'il avait au sein du film. Cette petite fragilité qui fait que le personnage en devient inconsciemment plus attachant. Pour quelqu'un qui n'avait aucune expérience et qui ne savait pas comment fonctionnait un tournage dans l'industrie, Lazenby s'en sort incroyablement bien, et même mieux que ce que beaucoup peuvent dire. J'aime beaucoup sa diction, sa classe très naturelle, et sa manière de dire les mots bien à lui. Bond. James Bond. Good, James. I'd like to interest you in a demolition deal that requires certain aerial activity to install equipment. Je trouve qu'il y a une vraie élégance dans son jeu, là où Sean Connery était plus brut. Donc c'est certes imparfait, mais c'est authentique. Et c'est là que je vais répondre à beaucoup de fans qui auraient préféré voir Sean Connery dans ce film à la place de George Lazenby. Pour moi, ça n'aurait clairement pas marché. Ou alors on aurait eu un film totalement différent. Et ça aurait été bien dommage. J'imagine mal Sean Connery avec cette version de James Bond. Un James Bond plus défectueux qui ne réussit pas tout ce qu'il entreprend. Je dis pas que Connery aurait été incapable de le jouer. Si Lazenby y est arrivé, c'est clair que Connery, qui est un bien meilleur acteur, y serait arrivé aussi. Mais c'est juste que je trouve que ça ne colle pas avec le style qu'il a si joliment peaufiné au cours de ses 5 fois dans le rôle. Dans ce film, l'agent britannique n'a quasiment jamais réellement l'ascendant sur ses ennemis, notamment sur le plan psychologique, où on a l'impression qu'il se fait mener à la baguette quasiment tout le long. Il n'a pas vraiment le contrôle de la situation, ce qui n'était jamais arrivé dans la saga avant cela. Pour vous donner un exemple de ce traitement plus réaliste du personnage et donc moins parfait, le long métrage n'hésite pas à prendre le temps de nous montrer Bond galérer à escalader le mécanisme d'un télésiège, au point même de recommencer plusieurs fois. Alors c'est un détail certes, mais un détail qui a son importance et qui en dit long. Le Bond de Lazenby est constamment dans la fuite, sans ressources, ressentant même de la peur et de la résignation, hésitant même à abandonner quand tout semble perdu.
Le fait que George Lazenby soit moins charismatique que Sean Connery est pour moi un atout qui renforce la vulnérabilité de cette version du personnage. George Lazenby, c'est le James Bond humain. Et ce n'est pas pour rien que les films de Daniel Craig citeront le plus souvent ce film-là, en particulier. Ce qui ne veut pas dire que le personnage en devient incompétent, loin de là. Le film nous montre que James n'est qu'un homme, certes, ce qui était rafraîchissant à l'époque avant l'arrivée de Dalton et Craig, mais il reste bon dans son domaine, et même bien plus méritant par rapport aux opus précédents, notamment grâce à l'absence des gadgets de Q dans ce long métrage. Les derniers films avec Connery avaient légèrement dépassé la limite avec les gadgets un peu fantaisistes à foison, donnant l'impression que Bond ne pouvait rien faire sans cette technologie. Ici, avec le Bond de Lazenby, pas de voiture ni rien d'autre pour l'aider. Seul son talent et sa débrouillardise primeront. Un rétropédalage qui aurait détonné pour une 6e aventure de Sean Connery, mais qui ici fonctionne parfaitement avec le changement d'interprète. Cette fois, James est seul avec son savoir-faire et ses muscles, et il ne va pas y aller de main morte. Si beaucoup disent que le jeu de George Lazenby est critiquable, tout le monde s'accorde à dire que dans les scènes d'action, il est irréprochable. Il est convaincant dans les séquences de bagarre et n'hésite pas à y aller au charbon. On a vraiment la sensation que les coups échangés sont réels. Bon, même si on n'atteint pas la perfection du combat entre Sean Connery et Robert Shaw dans Bon Baiser de Russie, qui encore de nos jours fonctionne parfaitement, bah ça se joue sincèrement pas à grand chose, tant Lazenby est impliqué, brutal comme il faut, faisant la grande majorité de ses cascades, y compris les scènes de ski. Dites ce que vous voulez sur le jeu de Lazenby, mais physiquement, c'était vraiment difficile de faire mieux. Et les acteurs suivants n'y parviendront d'ailleurs pas. Personne n'aura été aussi viscéral que lui sur ce terrain-là. Mais ce qui me convainc définitivement que Sean Connery dans ce film, ça ne l'aurait clairement pas fait, c'est que James Bond ici est plus romantique, plus classe avec les femmes. Ouais, le James Bond de Sean Connery n'était pas vraiment un gentleman, au contraire. Il était machiste, goujat, et même un peu forceur sur certains traits. Du caviar pour les féministes en gros. Behave yourself, Mr. Bond. Alors que George Lazenby, si on regarde bien, ce n'est jamais réellement lui qui fait le premier pas avec les femmes. Ce sont elles qui sont entreprenantes avec lui. Le Bond de Lazenby reste certes séducteur, mais il est plus raffiné d'une certaine manière, plus élégant, et lorsqu'il doit coucher avec une femme, c'est uniquement pour lui soutirer des informations. Il le fait pour de vraies raisons, pas juste parce qu'il pense avec sa bite. Et je pense qu'avec Sean Connery, j'aurais eu plus de mal à y croire. Mais bon, je suis sûrement biaisé à cause des autres films qu'il a fait, où il pouvait faire ce genre de truc. Man talk. Surtout que le changement majeur de ce film, c'est que pour la première fois dans la saga, James Bond tombe amoureux d'une femme, Tracy DiVincenzo. I know I'll never find another girl like you. Dans ce film, James tombe par hasard sur Tracy qui s'apprêtait à se suicider. Il se trouve qu'elle est la fille d'un célèbre parrain de la mafia, Draco. Ce dernier lui fait une proposition. S'il accepte de l'épouser afin qu'elle ne fasse plus de folie, il lui donnera des informations pour retrouver son ennemi juré, Blofeld, le leader du Spectre. Seulement, Bond, même après avoir obtenu les informations dont il avait besoin, accepte quand même de passer beaucoup de temps avec elle. C'est là qu'une idylle sincère va commencer. We have all the time in the world. La chanson We Have All the Time in the World de Louis Armstrong accompagne magnifiquement ces passages romantiques touchants, auxquels je crois totalement. Le film est infiniment plus humain que ses prédécesseurs. Lazenby apporte beaucoup de douceur, de sincérité dans son interprétation lorsqu'il est avec Tracy, nous permettant de croire plus facilement cette histoire d'amour. Elle nous semble crédible. Tracy viendra même prêter main forte à Bond dans sa mission. J'aime d'ailleurs énormément le passage de leur retrouvaille. Ça fait quasiment 1 heure de film qu'on n'a pas vu le personnage de Tracy. Bond est en fuite, désespéré, désemparé, sans armes, sans gadgets. Il sait qu'il n'a aucune chance d'échapper à ses ennemis. Tout semble perdu. Et là... Tracy apparaît littéralement comme un ange gardien pour James. Oh, ce regard est incroyable. Il l'a sauvé du suicide précédemment, maintenant c'est à elle de le sauver de la mort. Et c'est là qu'on se rend compte que Tracy est la meilleure femme possible pour James.
Sans être un Bond féminin, elle se révèle être débrouillarde et talentueuse. Elle fait preuve d'un self-control assez magistral, surtout lors des phases de course-poursuite en voiture. Elle sait se défendre face à ses opposants, elle a du caractère, de la personnalité, sans en devenir antipathique. Malgré tout, elle possède aussi ses failles, ce qui en fait un personnage infiniment plus intéressant, avec énormément d'épaisseur. Je trouve que c'est le dosage parfait pour une James Bond girl. Et il faudra malheureusement attendre Vesper dans Casino Royale avant de retrouver quelqu'un d'équivalent. Contrairement à ce que son père pensait, What she needs is a man to dominate her. Tracy n'avait pas besoin d'être dominée. Elle avait juste besoin de quelqu'un qui la comprenne et qui l'aime pour ce qu'elle est. Le film se termine donc naturellement sur le mariage entre James et Tracy. Now we have all the time in the world. Une magnifique conclusion pour le Bond de Lazenby qui... Non. We have all the time in the world. James Bond ne peut pas être heureux. Il ne peut pas avoir une femme dans sa vie, parce que son passé finira toujours par le rattraper. Il ne pourra jamais avoir une fin. Cette cicatrice profonde qui l'empêche de tomber amoureux à nouveau sera même abordée dans plusieurs films de la saga ensuite, malgré le fait que ce ne soit plus Lazenby qui joue le personnage. He was married once, but it was a long time ago. Many lady friends, but married only once. Wife killed. All right, you've made your point. You're sensitive, Mr. Bond. About certain things, yes. C'est une fin brutale et inattendue, au sein d'un film très à part, dans la saga. Ce qu'a sans doute beaucoup décontenancé les fans de la première heure au début. Parce qu'au départ, ce film n'était pas très considéré auprès du public, et même s'il continue toujours de diviser, les fans de la saga l'ont grandement reconsidéré, allant même jusqu'à le qualifier de meilleur opus de la saga, ce qui me fait énormément plaisir. Car oui, Au service secret de Sa Majesté est bel et bien un de mes films préférés de la licence, et pour énormément de raisons. La musique, la photographie, mais surtout la mise en scène, tout est quasiment parfait ici. Le long métrage est une réussite artistique totale, avec des moments de bravoure à quasiment chaque scène. This never happened to the other fella. Si beaucoup s'accordent pour dire que Skyfall est le plus beau film de la saga, je trouve qu'on a tendance à trop vite oublier Au service secret de Sa Majesté, qui est sans doute le plus abouti et le plus créatif à ce niveau. Le film regorge de plans travaillés, magnifiques sans que cela fasse maniérer à aucun moment. La cinématographie est juste incroyable et marque un véritable pas en avant par rapport aux films précédents, et même ceux qui sortiront après. Regardez par exemple cette idée absolument géniale de jouer avec le zoom et la mise au point pour montrer la désorientation de Bond après s'être fait assommer. Une idée simple sur le papier, mais exécutée de façon réfléchie et créative. Les beaux plans s'enchaînent sans cesse, des compositions de cadres jamais vues dans la saga dynamiteront le tout. L'équilibre est parfait et marche encore très bien de nos jours. Rien que la photographie est absolument sublime. L'éclairage, les contrastes, y compris pour de simples scènes de dialogue, rien n'est laissé au hasard et nous offre sans doute le film le plus intéressant de la licence, visuellement. Comparez les plans d'une scène dans les bureaux du MI6 avec Sean Connery et celle avec George Lazenby. La différence est absolument flagrante. Déjà que la saga dans les années 60 était très en avance sur son temps, ce film-là va donner un coup de pied dans la fourmilière, en particulier en termes de montage. Peter Hunt, le réalisateur de ce film, était à la base l'éditeur des 5 films précédents avec Sean Connery, et il avait déjà apporté une modernité inédite à l'époque, renouvelant les codes du genre. Celui qui a su apporter à lui seul un rythme plus soutenu et des idées de narration brillantes à la saga, va ici non seulement se faire plaisir à la mise en scène, mais aussi dans le montage, apportant un découpage plus nerveux, mais toujours intelligible, ce qui n'avait jamais été fait auparavant dans le cinéma d'action. Ayant le film parfaitement dans sa tête comme tout bon monteur qui se respecte, Peter Hunt va multiplier au maximum les différents angles de caméra pour apporter plus de dynamisme à l'ensemble, rendant les scènes de bagarre plus viscérales, moins plates et molles qu'à l'accoutumée. C'est nerveux certes, mais toujours clair et cohérent dans son découpage technique.
le film va multiplier les expérimentations artistiques, quitte à désarçonner parfois. Les séquences d'action sont donc absolument saisissantes, et même si elles ont vieilli sur certains aspects, elles restent d'une efficacité folle, même de nos jours. Notamment la fameuse scène de poursuite en ski, qui deviendra culte au fil du temps. Regardez-moi cette frénésie. On a l'impression de descendre la piste avec eux, ce qui rend la scène tellement plus exaltante. Il y a une audace, une ampleur, notamment dans les cascades. Et sachant que le film a quasiment 60 ans, c'est d'autant plus admirable. Bref, George Lazenby est pour moi un excellent James Bond, mais on le doit aussi surtout aux qualités indéniables du seul film dans lequel il a joué. Si Lazenby avait joué dans un film plus médiocre de la saga, peut-être que j'aurais beaucoup moins salué sa performance. Mais c'est un tout qui fait que sa présence est assez unique dans la licence, car le film où il apparaît est unique aussi, d'une certaine façon. Vous savez que Timothy Dalton est mon acteur préféré de la saga, mais je n'ai pas honte de le dire, George Lazenby est clairement mon numéro 2. Une phrase qui me surprend aussi et que je n'aurais jamais cru dire il y a quelques années encore. Alors qu'on soit clair, c'est bel et bien le moins bon acteur des 6, et largement. Mais j'aime la signature qu'il a su apporter à la saga en un seul film. J'aime sa sobriété, son intériorité, son jeu plus réaliste, bien plus qu'un Roger Moore par exemple, qui est le James Bond que j'aime le moins, malgré le talent évident de l'acteur. Parce que pour moi, un bon James Bond, ce n'est pas juste une performance d'acteur, mais c'est aussi le traitement du personnage. C'est un bon mix des deux qui fait pencher la balance à mes yeux. Tous les autres acteurs sont clairement au-dessus de lui, mais je n'en dirai pas autant concernant ce qu'ils ont fait du personnage. Mais du coup, pourquoi George Lazenby n'a fait qu'un seul film? Si le manque d'expérience de Lazenby ne l'a pas empêché de se débrouiller merveilleusement dans le rôle, ça lui a clairement porté préjudice dans les coulisses. He's going to be perhaps the most famous actor in the years to come. No, you're making a mistake. Nobody's going to make him a famous actor. We're going to make him a film star. Ne sachant pas comment gérer la pression, l'acteur va commencer à prendre méchamment la grosse tête, et même jouer les vedettes, au point d'énerver la plupart des gens avec qui il travaille. He was really difficult. It's not for nothing that they didn't offer him any sequels. I mean, he was just difficult because I think he needed help. He kind of thought he was a film star immediately and started throwing his weight around. And poor old George, I don't know what he's doing now, but he's definitely was the architect of his own demise as a film star. Son nouvel agent va même l'influencer et le convaincre de ne pas faire d'autres films James Bond. À cette époque, le monde était en train de changer. Le fameux phénomène hippie, faites l'amour, pas la guerre. Son agent était donc persuadé que James Bond allait rapidement tomber en désuétude, que la saga allait s'écrouler et que George n'aurait plus aucun rôle s'il continuait à jouer dans la saga, car il serait catalogué. Ce qui fait qu'il ne signera pas le contrat qui lui aurait permis de jouer dans plusieurs films James Bond. Il ira même jusqu'à venir à la première du film avec les cheveux longs et la barbe, histoire de déjà casser l'image de 007. Bon, avec le recul, on peut se dire qu'il n'a pas eu le nez fin concernant le succès de la franchise, et George Lazenby regrettera cette décision et son comportement toute sa vie. It was a mistake, but in a way, this is who I am. I don't know why. It doesn't make sense to some people to say he's mad, he's crazy. But I lived my life the way I wanted to. Alors certes, le succès de la saga ne s'est pas écroulé comme il le pensait, mais la qualité des films, c'est une autre histoire malheureusement. Parce que oui, à mes yeux, Au service secret de Sa Majesté reste encore aujourd'hui le dernier grand film de la saga. Having been away for 4 years, I think one had made the point too with the lack of success of the one previous, one that I wasn't in anyway. Coming back in to do this one, The Wicket was better for me to make the conditions of not being so much a pawn in the circumstances. Sean Connery reviendra pour le film suivant, Les Diamants sont éternels. Un Sean Connery les mains dans les poches, en mauvaise forme physique, et faisant comme si l'opus précédent n'avait jamais existé. Comme si ce n'était qu'un accident, et que les choses devaient redevenir normales, entre guillemets. I was just out walking my rat and I seemed to have lost my way. Bien loin de la maestria de service secret de Sa Majesté, Les Diamants sont éternels enchaîne les situations ridicules, limite parodiques. Le film n'a strictement aucun intérêt en termes de mise en scène, et on est même à la limite du nanar sur certains plans. Je veux dire, regardez-moi ça comme c'est moche, putain! Alors que le film d'avant avait révolutionné les codes du cinéma d'action, celui-ci ne fera strictement aucun effort.
enchaînant les séquences d'action, toutes plus molles les unes que les autres. Seul un combat claustrophobique dans un ascenseur sortira un minimum du lot dans ce bourbier. Alors qu'on avait enfin une James Bond girl digne de l'agent britannique, celle-ci est cruche et sans intérêt. Les diamants sont éternels, c'est limite l'antithèse d'au service secret de Sa Majesté, dans le fond comme la forme. Une régression affolante qui ne fera que se confirmer dans les films suivants. Les films des années 60 étaient les modèles du genre. C'était James Bond le renouveau du cinéma d'action. Mais à partir des années 70, d'autres films ont apporté leur pierre à l'édifice dans le genre, et James Bond ne fera ensuite que pomper sur ce qui marche pour continuer à exister. On surfe sur la blaxploitation pour vivre et laisser mourir, les films de Kung Fu pour L'Homme au pistolet d'or, Star Wars pour Moonraker, Indiana Jones pour Octopussy, L'Arme fatale pour Permis de tuer, Matrix pour Meurt un autre jour, Jason Bourne pour Quantum of Solace, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a plus jamais eu de bons films dans la saga, au contraire, mais aucun d'entre eux ne peuvent être réellement considérés comme le nouveau modèle, comme l'étaient les films des années 60. Et même Skyfall, malgré ses qualités indéniables, restera toujours derrière plus créatif que lui. Et je peux vous dire qu'en tant que fan de James Bond, ça me fait très mal au cœur de faire un tel constat.